nord de la Corse, le petit village de Calvi est une attraction touristique. L'été, les ruelles sont bondées, l'activité bat son plein. Mais si nous sommes ici, c'est parce que l'île de Beauté a aussi ses mystères. Bienvenue dans votre magazine de la santé. Voilà 20 ans que les médecins tirent la sonnette d'alarme. Ici, le nombre de cancers de la thyroïde ne cesse de progresser, beaucoup plus que dans d'autres régions de France. Dans ce joli village, nous allons rencontrer Christina. Il y a 23 ans, elle était dans le ventre de sa mère quand le nuage de Tchernobyl est passé sur la Corse. Aujourd'hui, elle se bat contre un cancer et pour elle, il n'y a aucun doute, elle est l'une des victimes de cette catastrophe. En France, les études continuent. Mais une chose est sûre, l'environnement a un impact sur notre santé. L'amiante, on le sait, peut causer l'apparition de nouveaux cancers, mais aussi la radioactivité. Elle ne se trouve d'ailleurs pas toujours où on l'attend. Réveil, montre, porte-clés, nos objets usuels ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils le paraissent. Enfin, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, nous reviendrons sur cette maladie. C'est la première cause de mortalité dans le monde et elle risque d'avoir fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015 si nous n'accentuons pas la prévention. La Corse aime ses particularismes, elle les revendique même, mais celui-là intrigue particulièrement les médecins. Pourquoi cette île est-elle autant touchée par les cancers de la thyroïde? Alors sur place, les associations n'ont aucun doute, c'est le nuage de Tchernobyl qui est à l'origine de tous les problèmes. Mais la polémique enfle entre les scientifiques, d'autant plus qu'aucune étude fiable n'a confirmé cette hypothèse. Bonjour. C'est Christina? Oui, c'est moi. Docteur Fauconnier, là. Des docteurs, Christina en a vu beaucoup. Il lui a fallu plusieurs années pour découvrir que son mal de gorge persistant était en fait un cancer de la thyroïde. Je sentais quelque chose, mais c'était petit. Donc les premiers symptômes, vous les avez eu Je les avais eu à Aubagne, oui. Et on a pensé que c'était une angine au départ. Voilà. Le cancer de la thyroïde est un cancer rare, improbable même chez les adolescents. Le diagnostic a donc pris du temps. J'avais du mal à respirer la nuit, j'avais du mal à avaler quand je mangeais, avaler ma salive, du coup ça me gênait beaucoup. Et quand je suis arrivée en Corse, que je me suis installée ici, en 2004, j'ai été voir un médecin qui a de suite trouvé que j'avais des problèmes de thyroïde. Le nuage de Tchernobyl a particulièrement touché la Corse. À l'époque, en avril 1986, Christina était dans le ventre de sa mère, elle avait 3 mois. Pour le docteur Fauconnier, son cancer est un cas d'école. La thyroïde est un organe qui fonctionne avec de l'iode stable. Quand il y a de l'iode radioactif dans l'environnement, de l'iode radioactif prend la place de l'iode stable et va se désintégrer au niveau de la thyroïde et irradier la thyroïde. Principale source de contamination, les produits frais. Les habitants ont continué à en consommer dans les semaines qui ont suivi la catastrophe. Et les produits dérivés du lait de chèvre de brebis constituent une part importante de l'alimentation. Et ces produits concentrent beaucoup la radioactivité. À l'époque, l'explosion avait projeté dans l'atmosphère une énorme quantité d'éléments radioactifs. Durant 2 mois, les sols ont été contaminés, les animaux aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus de risque, mais il n'y a pas non plus d'études épidémiologiques. Pour certains médecins, l'augmentation des cancers de la thyroïde n'aurait donc rien à voir avec Tchernobyl. Il paraît que c'est parce qu'on travaille mieux qu'on arrive mieux à dépister. Je n'en suis pas certain. Que l'on ait un nombre de cas epsilon qui soit dépisté plus facilement parce qu'on a fait des progrès, et bien si, pour les médecins d'ailleurs. Quand on travaille sur quelque chose, le premier objectif, c'est reconnaître l'événement. La deuxième, c'est de faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas. Voilà donc des années que les médecins corses réclament un registre des cancers sur l'île. Les patients, eux, espèrent des indemnisations 24 ans après le passage du nuage radioactif. Nous voilà dans une boutique de spécialité corse. Vous le savez tous, notre alimentation joue un rôle dans la prévention des cancers. Mais ce n'est pas tout. D'après de récentes études, 7 à 20% de nos cancers seraient dus à des facteurs externes. L'alcool, le tabac bien sûr, mais aussi l'amiante ou la radioactivité. Le temps est loin de cette époque où les femmes mettaient du rouge à lèvres bourré de radium pour paraître plus belles ou buvaient de l'eau radioactive pour être plus jeunes. Des études ont prouvé leur danger et pourtant nous continuons à être exposés dans notre vie de tous les jours. Demain, va-t-on utiliser des déchets radioactifs pour fabriquer des vélos, des polaires ou des poussettes? C'est ce que craint cette association de spécialistes du nucléaire qui croyait jusque-là que les objets radioactifs comme ceux-ci
c'était du passé. Tous ces objets du quotidien, détecteurs de fumée, réveil, carreaux de cuisine, ont été fabriqués avec des substances radioactives, comme le montrent les mesures que l'on a faites. Si ces vieux objets circulent toujours, ils ne sont aujourd'hui plus fabriqués. Depuis 2002 en France, il est interdit de faire sortir des produits, même faiblement radioactifs, de la filière nucléaire et donc de les utiliser à quelques exceptions près. Pourtant, les choses pourraient changer à cause d'un arrêté interministériel de mai 2009. Il prévoit d'accorder des dérogations au cas par cas pour autoriser l'utilisation de déchets faiblement radioactifs dans certains biens de construction comme le béton ou dans des biens de consommation comme la ferraille. Une façon de permettre le recyclage des millions de tonnes de déchets issus des futurs démantèlements des centrales nucléaires françaises. L'arrêté exclut des dérogations possibles les aliments, les cosmétiques, les bijoux, les jouets et les matériaux d'emballage alimentaire. Il stipule aussi que pour toute dérogation, le demandeur devra prouver qu'il n'y aura aucun danger pour le consommateur. Mais certains spécialistes en doutent. Si on est concerné par un objet radioactif, évidemment, le risque, il est a priori assez faible. Si tout notre environnement est contaminé, le risque, là, il ne devient plus du tout négligeable. Un point de vue partagé par l'autorité de sûreté nucléaire qui a rendu un avis défavorable sur cette décision. Un avis consultatif que le gouvernement n'a pas écouté. Alors nous avons émis un avis défavorable à cet arrêté, qui est un arrêté de procédure, dans la mesure où nous avons estimé qu'il s'agissait d'un facteur de banalisation du risque. De son côté, la Criade a déposé un recours auprès du Conseil d'État en juillet dernier. Elle attend toujours sa réponse. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, nous allons nous pencher sur cette maladie qui touche déjà un homme sur 2 et une femme sur 3. Le nombre de victimes pourrait augmenter de 45% entre 2007 et 2030. C'est la maladie des générations futures. Marie a 17 ans et elle est guérie. Guérie d'un cancer qui a pesé sur son adolescence. Dans le service de pédiatrie de l'Institut Curie, elle a gardé des relations très amicales avec le médecin qui la suit depuis ses 12 ans. Bonjour Marie. Donc moi j'ai appris que tu partais au Brésil. Oui. Le cancer de Marie était un rhabdomyosarcome, une tumeur qui envahit le muscle de l'œil et le pousse vers l'avant. Traitement, radiothérapie et chimiothérapie toutes les 3 semaines. Pour donner de l'espoir aux autres, Marie témoigne. Je rentrais le vendredi après-midi en chimio, je ressortais le lundi matin et j'allais en cours le mardi ou le mercredi. C'était dur. J'ai eu de la chance de ne pas trop avoir des effets secondaires de vomir, tout ça. Ça allait bien, ça s'est bien passé, mais c'était dur. Bien sûr, ici on cherche à guérir tous ces enfants, mais aussi à réduire les effets secondaires des traitements très lourds, afin que le quotidien, mais aussi l'avenir, soit plus confortable. Par exemple, Marie a eu une cataracte qui est liée au fait qu'elle a eu besoin de rayons pour traiter sa maladie. Cette cataracte a dû être opérée. Et si on peut éviter de donner de la radiothérapie à des enfants qui ont le même genre de maladie, on évitera évidemment qu'ils aient dans les années à venir, lors des suivis, l'apparition d'une cataracte. Ce qu'on va voir maintenant, c'est des traitements qui sont ciblés sur la maladie elle-même et pas sur le reste du corps. Il y a des choses qui sont à la surface des cellules qui entraînent, qui maintiennent la persistance de la vie de la cellule tumorale. Et quand on les touche, on peut faire mourir la cellule tumorale. L'Association pour la recherche sur le cancer finance une partie des études de l'Institut Curie pour que les enfants malades deviennent des adolescents comme les autres. Enfin, dans notre chronique insolite, nous allons vous parler des grands mots MOTS du cancer. Un dictionnaire a été mis à la disposition des associations et des hôpitaux pour faciliter le dialogue entre les médecins et les patients. Ainsi, mieux vaut éviter les mots fatigue, soignant, marqueur et leur préférer les mots confiance, temps et guérison. Car vous le savez, le vocabulaire est très psychologique. Voilà pourquoi 32 mots sont répertoriés dans ce dictionnaire. Et le saviez-vous, dès 1619, cette maladie était décrite comme une sorte de poison. Voilà, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau magazine de la santé sur France 24.